Étienne explique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir une méthode pour intégrer les fractions rationnelles. Donc je fais cette vidéo sur cette méthode-là parce que on l'a utilisée dans cette vidéo-là qui s'affiche ici. Déjà, qu'est-ce que c'est une fraction rationnelle? En fait, tout simplement, une fraction rationnelle, ça va être un quotient d'un polynôme sur un polynôme. Donc ça va être par exemple, si je l'appelle P de x sur Q de x. Et donc les polynômes, c'est ce qui va être de la forme x carré plus bx plus c. Et on peut aller en fait beaucoup plus loin, on peut avoir des x puissance n avec un facteur a puissance n, etc. Donc c'est ça qu'on va pouvoir intégrer. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'en sortir dans tous les cas. Donc cette méthode, elle est très générale, elle va vous permettre d'intégrer n'importe quel quotient d'un polynôme sur un polynôme, peu importe à quel point c'est compliqué. Donc ça va être très pratique. Maintenant, comment on va s'organiser la vidéo? Dans un premier temps, on va regarder les cas très simples de quotients de polynômes. Je vais vous montrer du coup comment on les intègre, comment on s'en sort avec les cas simples. Et ensuite, on verra comment, du cas compliqué, on va se ramener justement au cas simple qu'on a vu. Donc en fait, on va pouvoir décomposer un cas compliqué en une somme de cas simples et ça va être du coup très facile à intégrer. Et enfin, à la toute fin, je ferai un peu un récap de la méthode dans l'ordre parce que ici je fais une présentation un peu dans le désordre, commencer par les cas simples pour monter au cas compliqué. Ça permet d'être plus clair, mais à la fin je vais vous faire un récap pour que vous ayez tout dans le bon ordre. Donc maintenant qu'on va chercher à intégrer ça revient à trouver une primitive. Et trouver une primitive, c'est pas quelque chose de simple en fait a priori, parce que c'est juste l'opération inverse de la dérivée. Et donc la seule manière qu'on a pour s'en sortir, c'est de prendre une fonction et de tester si quand on la dérive, on obtient bien la fonction. Donc en fait, c'est un peu un tâtonnement, on cherche des trucs. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des méthodes en intégration pour pouvoir s'en sortir parce que ça va dépendre des cas particuliers. Donc on va se lancer dans les cas simples et on va prendre le cas particulier où, quand on avait le polynôme, le numérateur sur le dénominateur, si le dénominateur vaut 1, alors c'est juste l'intégration d'un polynôme et ça, en fait, ça va être très simple. Parce que un polynôme, ça va être une somme de certains coefficients fois x à une certaine puissance. Et x à une certaine puissance, on va toujours savoir l'intégrer. Je vais commencer par prendre un cas simple pour vous montrer le cas général après. On va prendre x au cube. Si on veut trouver une primitive, il faut trouver une fonction telle que quand on la dérive, on tombe sur x au cube. Donc comme on sait que la dérivée des puissances, c'est l'exposant passe devant baisse de 1, on sait qu'on va devoir prendre x puissance 4, et quand on va dériver, l'exposant va baisser de 1, on va passer à 3. Maintenant, ce qui va passer devant, ça va être le 4, donc il faut qu'on divise par 1 sur 4 pour obtenir x sur 3. Et en fait, ça va faire la même chose pour tous les x puissance n, avec n un entier naturel positif ici. On va voir que son intégrale, ça va être x puissance n plus 1 sur 1 sur n plus 1. Et donc, par linéarité de l'intégrale, on va pouvoir en fait intégrer chacun des coefficients du polynôme sans problème. Et en plus, ce qu'il faut savoir sur cette formule, c'est qu'elle va marcher même pour les n négatifs. Le seul cas où ça ne marche pas, c'est quand n vaut moins 1. n est égal à moins 1, là ça ne marche pas parce qu'on diviserait par 0. Mais sinon, pour tous les autres, ça marche. Donc pour tout type de n, donc ça veut dire si on a 1 sur x puissance 4, ça c'est égal à x puissance moins 4, et donc on peut aussi en trouver une primitive. Donc ça nous servira pour la suite, mais pour l'instant ce qui nous intéresse ici, de toute façon, si on regarde qu'avec le dénominateur qui est égal à 1, on va avoir que des coefficients positifs, donc pas les négatifs encore. Donc du coup maintenant j'ai pris un seul coefficient, mais si on en a plusieurs, par exemple si on a 4x au cube plus 2x carré plus 1, et qu'on cherche une primitive de ça par rapport à x, l'intégrale elle est linéaire, donc on va pouvoir la distribuer aux 3 bouts. Donc ça va être égal à la somme de 4x au cube dx plus la somme de 2x carré dx plus la somme de 1 dx. Et en fait, même les coefficients devant, on peut les sortir de l'intégrale. Et après, on se retrouve pile avec, justement, la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, intégrer un polynôme, c'est très simple, en fait. Maintenant, les cas qui vont être plus durs, c'est quand le polynôme d'en dessous est différent de 1. Donc, justement, on avait dit que cette formule, que la primitive de x puissance n, c'était x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Ça marche pour tout n appartenant à z privé de moins 1.
Donc c'est intéressant parce qu'on sait déjà intégrer les 1 sur x au carré, les 1 sur x puissance 3, etc. etc. Mais on ne peut pas faire la même chose si maintenant c'est le n en haut qui vaut 1. On ne peut pas utiliser la linéarité de l'intégrale parce que c'est pas linéaire. Donc il va falloir trouver une astuce pour s'en sortir. Donc c'est là où on va commencer par regarder les cas simples et après trouver une astuce justement pour transformer ça en quelque chose de linéaire. Étant donné qu'on sait faire tous les cas pour n dans z différent de moins 1, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand n vaut moins 1. Donc c'est-à-dire si x de moins 1 est égal à 1 sur x. Là, on ne peut pas utiliser la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Il va falloir trouver une autre primitive. Et ce que j'ai dit, c'est que les primitives, c'est on prend une fonction et si sa dérivée fonctionne, bah c'est bon, on a trouvé. Et là, on se dit, ah mais trop bien, ln de x. ln de x, quand on dérive ln de x, bah on obtient 1 sur x. Donc là, on est bien content, on se dit que la primitive de 1 sur x, ça va être ln de x. Sauf que là, attention, il y a une petite subtilité parce que ln, c'est une fonction qui est définie que pour les x positifs. Et j'ai dit au début de la vidéo qu'on allait s'en sortir pour n'importe quelle fraction rationnelle, donc ça veut dire même si on intègre sur des nombres négatifs. On va falloir trouver une astuce pour justement pouvoir intégrer dans les x négatifs et utiliser justement ce ln là. Donc on va intégrer 1 sur x entre moins 2 et moins 1, donc des trucs négatifs. Et donc là on a le droit d'utiliser le fait que la primitive de 1 sur x c'est ln que si on a des x positifs. Donc on se dit, bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de variable, changer x' qui va être égal à moins x, et donc on a dx' qui est égal à moins dx. Comme ça nous donne, ici on va passer à 1, ici on passe à 2, et ici on va passer à moins dx' sur moins x', donc les moins se compensent, donc on obtient finalement 1, 2, dx' sur x', et là, vu qu'on intègre sur un ensemble positif, on peut utiliser la primitive de 1 sur x' sur les ensembles positifs, qui vaut du coup ln de petit x entre 1 et 2. Et donc ça nous donne ln moins ln de, donc ln de 1 moins ln de 2, donc ln de moins ln de 2. Donc en fait, ce qui se passe, si on regarde la primitive, c'est que on prend le terme ici, et s'il est négatif, on remplace par son opposé positif. Et quand on a un terme positif, par contre, on va garder celui positif. On peut refaire l'intégrale en mettant ici un a quelconque. Donc là, on aurait aussi a quelconque, donc a, bien sûr, qui va être négatif, strictement inférieur à 0. Et donc là, on aurait moins a. Ici, on aurait toujours x. Et ici, on aurait moins a. Et donc, c'est prendre la valeur absolue, en fait, quand on passe au négatif. Parce que si on était dans les positifs, c'est juste ln de a qui aurait fonctionné. Donc en fait, tout cet exemple pour dire que faites attention, pour la primitive de 1 sur x, c'est pas juste ln de x, c'est ln de valeur absolue de x. Et après, en général, sur les endroits où on intégrera, on va enlever la valeur absolue, parce que si on intègre sur un truc que négatif, il suffit de mettre un moins. Si on intègre sur un truc que positif, il suffit de garder x tout court. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Attention, la primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Maintenant, on va encore un peu complexifier la chose, parce que là, on a un cas vraiment très simple. Ce qu'on va prendre, c'est 1 sur x moins r. Donc là, on se dit, on a juste le 1 sur x aussi, on a juste un terme en plus. Si on se passe sur les positifs, et qu'on regarde ln de x moins r, donc quand x moins r, tout ça est positif, si on dérive ça par rapport à x, ça devient juste 1 sur x moins r, parce que c'est comme si on avait la dérivée non composée, mais quand on dérive à l'intérieur, ça fait juste 1. Donc, on a trouvé la primitive de ça, mais maintenant, si x moins r était négatif, il aurait fallu prendre la valeur absolue. Donc, un des cas simples dont on va retenir l'intégration qui va nous servir pour le cas compliqué, ça va être la primitive de 1 sur x moins r, qui va être ln de valeur absolue de x moins r. Donc, petit récap, si on avait le cas facile, x puissance n, sa primitive, ça va être x puissance n plus 1 sur n plus 1, donc là c'est dans le cas n appartient à z privé de moins 1. Et on a vu le deuxième cas, quand on a 1 sur x moins r,
la primitive, c'est ln de, attention, valeur absolue de x moins r. Donc du coup, ce qu'on a regardé, c'est pour les polynômes du premier degré, et pour 1 sur un polynôme du premier degré, on a ça. Parce que le coefficient devant le x, on peut toujours le mettre en facteur pour avoir juste un polynôme du premier degré. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est 1 sur un polynôme du second degré, donc x carré plus bx plus c. Pareil, le a, on peut le mettre en facteur de l'intégrale et le sortir comme ça. Si on avait un a là, donc on aurait b sur a, c sur a, et donc il suffit de changer les coefficients là pour avoir à la fin juste cette formule là qui va nous intéresser. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, il suffit de faire pareil. Par exemple, si on prend 1 sur x carré, on pourrait se dire, bah, on pourrait intégrer aussi en ln de valeur absolue de x. Et si on se passe sur les positifs, ln de x carré. Sauf que quand on dérive ça, ça va pas marcher parce que c'est la dérivée d'une composée, donc on dérive d'abord ce qui est à l'intérieur, f', on va avoir 2x, et sur la dérivée de l'intérieur, x carré. Donc là, il y a les x qui simplifient, on n'obtient pas du tout x carré. Ça va pas marcher. Donc là, par contre, pour 1 sur x carré, on l'a déjà fait techniquement, mais on va regarder les cas où justement on n'a pas que x carré, on a les termes en plus, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, quand on a un polynôme du second degré, il va y avoir une disjonction de cas en fonction du signe du discriminant de ce polynôme-là. On va commencer par le cas où le discriminant est strictement supérieur à 0, et après on verra les autres dans la suite. Dans ce cas-là, on sait que forcément ce polynôme a deux racines. La méthode, ça va être de trouver les racines de ce polynôme-là, et ensuite, on va essayer de trouver une forme où on linéarise avec 1 sur x moins la racine, 1 sur x moins la racine, en se ramenant à cette forme-là. Donc je vais faire le cas dans un exemple précis, et après on fera le cas général dans le cas delta strictement supérieur à 0. Donc on va prendre le cas 1 sur x carré moins 3x plus 2. On peut vérifier rapidement que le discriminant est bien strictement positif. On a delta qui vaut b carré, donc moins 3 au carré, 9, moins 4 fois 1 fois 2, donc moins 8, qui vaut 1, strictement supérieur à 0. Maintenant, les racines, soit on les trouve en utilisant la formule avec le discriminant, soit on voit des racines évidentes. En fait, si on met un 1 à la place du x, ben on va avoir 1 moins 3 plus 2 qui vaut 0. Donc on a une racine évidente, et il suffit de factoriser pour trouver la deuxième. On va avoir x moins 1 facteur de... Du coup, pour qu'on ait un 2 ici, il faut que ici on ait un moins 2. Et donc la deuxième racine, ça va être moins 2. On vérifie bien. On va avoir moins 2 au carré 4 plus 4 moins 6 plus 2, 0. Donc on a bien cette formule-là. Maintenant, la technique qui va marcher à tous les coups en fait. Donc ça, c'est pas très intéressant à démontrer. Je vous mets une petite astuce si vous voulez essayer de le démontrer, comment vous pouvez vous en sortir. Mais sinon, c'est pas très important parce que, en fait, vous n'avez pas besoin de le démontrer puisque c'est résoudre un système. Et si on trouve des solutions, alors ça montre que le système existe. Mais le système va toujours être résolvable. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le prouver que le système est toujours résolvable. Si vous le montrez que ça marche, bah, ça montre qu'il est résolvable. Donc il n'y a pas vraiment besoin de le prouver à chaque fois. C'est bien de le savoir si vous avez un doute, si vous dites mais pourquoi la méthode marche à chaque fois, ça vient de là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher A et B tel qu'on est x moins la racine et x moins la racine ici. Donc on a deux racines. Et en fait, ça va tout le temps marcher. Ça va tout le temps marcher. On va toujours trouver A et B tel que ça est égal à ça. Donc il suffit de résoudre le système et après, bah, on se retrouve avec deux membres qu'on sait intégrer comme ça. Et donc par linéarité de l'intégrale, parce qu'on a un plus entre les deux, l'intégrale de ça, ça va être l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. Donc là, dans ce cas-là, je vais trouver A et B, et après on discutera du cas général. Donc soit vous les trouvez de tête, ou soit vous résolvez le système. Le système, ça marche toujours, mais on peut toujours les trouver de tête facilement. Mais on va pas s'embêter ici. Je vous montre la méthode un peu bourrin, mais qui marche à chaque fois. Comme ça, vous avez la méthode qui fonctionne. Et tout ça, ça va se reposer en fait sur l'unicité des polynômes, et donc on va identifier coefficient par coefficient, et ça va bien marcher. Donc ça va nous donner a fois x moins 2, si on met sous le même dénominateur, plus b fois x moins 1, et tout ça donc sur le même dénominateur qu'on a ici. Donc on va pouvoir identifier le polynôme du haut au polynôme du haut ici. Et donc par unicité des coefficients d'un polynôme, on a a plus b qui va devoir valoir 0, parce qu'on n'a pas de terme devant x ici, et là on a ce terme-là devant x,
et a fois moins 2 plus b fois moins 1 qui va devoir valoir 1. Donc moins 2a moins b qui est égal à 1. Finalement, ce système-là, ça va nous donner a qui est égal à moins b. Et donc a qui est égal à moins 1. Et donc ça nous donne b qui est égal à 1 et a qui est égal à moins 1. Et ça va bien fonctionner. Et donc maintenant, si on veut intégrer ça, il suffit de dire que ça, c'est égal à ça. Et donc l'intégrale de ça devient l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. Et il suffit d'utiliser cette formule-là. Tout simple, en fait. Et donc si on fait le cas général rapidement, donc on va noter R1 et R2, les racines de ce polynôme-là, et on va pouvoir écrire cette fraction de polynôme que je vais appeler f, comme f est égal à 1 sur x moins R1, facteur de x moins R2, et ça va revenir à chercher du coup a tel que f est égal à x, a fois x moins R1, plus b, facteur de x moins R2. Nos deux inconnus, c'est a et b. Et ce que je vous dis, c'est que le système, il aura toujours une solution. C'est pas la peine de le montrer dans le cas général, mais vous pouvez le faire si vous voulez être clair sur ce que vous faites. Mais en fait, dans chaque cas particulier, le fait de résoudre le système, ça démontre que le système est résolvable. Donc, ça suffit en fait. De résoudre le système, ça suffit. Et dans tous les cas, vous devrez le résoudre. Donc, dans tous les cas, en fait, vous faites la démonstration au milieu de votre exercice. C'est ça l'idée. Donc le cas à delta strictement supérieur à 0, on a vu qu'on sera amené à ça par une décomposition. Maintenant, on va regarder le cas delta qui est égal à 0. Ça va être aussi facile, cette fois on a une racine double, donc je vais faire que le cas général d'un coup. Si vous avez des doutes, faites un exemple, mais ça marche pareil. On a f qui est égal à x moins r, donc l'unique racine, et donc forcément il y a un carré ici. On va utiliser cette formule, donc ça c'est égal en fait à x moins r sur 2, mais c'est juste cette formule avec un terme en plus, donc techniquement un changement de variable, mais il n'y a pas forcément besoin de le justifier parce que de toute façon, ça c'est la dérivée de ça à l'intérieur, ça vaut juste 1. Donc là il y a le moins 2, et donc si on primitive, c'est l'exposant monte de 1, et on le divise par l'exposant montée de 1 en dessous. Donc on va voir la primitive qui vaut x moins r puissance moins 1 sur moins 1, et donc ça c'est égal en fait à moins 1 sur x moins r, tout simplement. Donc ça, facile en fait à intégrer le cas delta égale 0. Le cas qui va être un peu plus dur que les autres, ou un peu différent, en soi pas forcément dur mais différent, ça va être delta strictement inférieur à 0. Parce que là, il n'y a pas de racine, quand on a delta strictement négatif, on n'a pas de racine réelle. Donc il n'y a aucune possibilité de faire comme on avait fait, ça ne va jamais marcher cette fois. Mais, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un cas particulier de polynôme à discriminant strictement négatif dont on connaît une intégrale. C'est 1 sur x carré plus 1. Donc ça, en fait, on peut déjà vérifier que le discriminant est bien strictement négatif. On a b carré, en fait, qui vaut 0, parce qu'il n'y a pas de terme devant x ici. Donc on a 0, et moins, du coup, moins 4. Donc ça, c'est bien strictement négatif, on n'a aucun souci pour le démontrer. Mais donc ça, en fait, 1 sur x carré plus 1, c'est la dérivée de la fonction arctangente. Et si on est la dérivée d'une fonction, alors la fonction dont on est la dérivée, c'est notre primitive en fait. Donc on a trouvé une primitive, ça serait arctangente de x. Bon, le problème c'est que là c'est juste un cas particulier, c'est un peu embêtant, mais on peut se dire, ok, l'idée ça va être, on va essayer de se ramener à tous les cas où le discriminant est strictement négatif, à cette forme-là en faisant des changements de variables. Et on va voir que ça va pouvoir bien marcher dans tous les cas, c'est super pratique. Donc c'est parti. Donc si je prends un polynôme quelconque, on peut toujours aussi enlever le facteur a devant parce qu'on va intégrer en mettant un 1 sur a. Donc ce qu'on va regarder, c'est x carré plus bx plus c. Ce qui va plus nous intéresser, ça va être la forme canonique parce que ça va ressembler déjà plus à ça. Donc petit rappel sous la forme canonique, c'est il existe ce alpha là et ce bêta tel qu'on est ça. Ça va être plus pratique parce que ça, on se dit, si on fait le changement de variable, il va juste nous rester celui-là à faire ressembler à un 1. Donc pour faire ressembler à un 1, il suffit de diviser par bêta. On divise par bêta et on le fait rentrer dans le carré pour avoir juste un endroit où on va faire le changement de variable. Donc si on le fait rentrer dans le carré, il faut qu'on passe à la racine carrée de bêta au carré plus 1.
Et donc là, super, en fait, le cas général, on peut trouver ce alpha S bêta parce qu'on peut mettre sous forme canonique, et il suffit de faire ce changement de variable là. Grand X est égal à X moins alpha sur racine de bêta, et on obtiendra ensuite une primitive de arc tangente, donc ça va juste changer les bords, et après, on pourra primitiver en arc tangente, c'est super. Mais là, je suis allé un peu vite, c'est que pour pouvoir faire ce changement de variable, encore faut-il qu'on puisse faire ces calculs-là, et donc autant faut-il que 1 sur racine carrée de bêta existe, parce que ça veut dire qu'il faut que bêta soit différent de 0 et bêta soit strictement supérieur à 0 en fait, parce que la fonction racine carrée, elle est définie que pour les nombres positifs, et si on divise par quelque chose, il faut bien que ça soit différent de 0, sinon on a une absurdité. Donc il nous faut bêta strictement supérieur à 0. Et en fait, ça va bien être le cas grâce à ça. Mais je vais juste le détailler pour que vous compreniez d'où tout ça vient. Donc, pourquoi bêta est strictement positif? Parce que on n'a pas de racine en fait. Et si bêta était égal à 0, ce polynôme, en prenant x qui est égal à alpha, il s'annulerait. Donc on aurait une racine. Donc bêta est forcément différent de 0. Déjà, on a le droit de diviser par bêta. Maintenant, pourquoi bêta est positif? Si bêta, supposons par l'absurde, du coup que bêta est négatif. Alors ça, cette égalité, on peut la réécrire x moins alpha au carré qui est égal à moins bêta. Et moins bêta, du coup, c'est positif. Et donc là, on peut passer à la racine carrée de moins bêta et donc enlever cette racine carrée là. Donc ça nous donne x qui va être égal, si on passe à la racine carrée, donc on a forcément un plus ou moins et on va passer le alpha de l'autre côté, alpha plus ou moins racine de delta. Et donc là, on va avoir des racines telles que ça soit égal à 0. J'ai oublié le moins ici. Et donc, vu que c'est pas possible qu'on ait des racines parce que le discriminant est strictement négatif, forcément, bêta est strictement supérieur à 0, donc on a le droit de faire ça, et le changement de variable est bien légitime. Donc je vais faire aussi un exemple d'un cas concret, parce que là vous avez la formule générale, mais en fait ce qu'on va faire nous, c'est on va le traiter dans le cas des exemples. Donc je vais regarder la fraction 1 sur x carré moins 2x plus 5. Donc là déjà on va essayer de vérifier rapidement que le discriminant est bien négatif. On a delta qui vaut b carré, donc moins 2 au carré 4, et moins 4ac, donc moins 4 fois 5. Et donc ça va être bien négatif, ça va valoir 15, moins 15. On a bien un discriminant strictement négatif, donc on va pouvoir se ramener à cette forme-là en utilisant des changements de variables. On va regarder l'intégrale de ça entre 1 et 3. Et donc déjà, première étape, il faut trouver la forme canonique de ce polynôme-là. Donc pour trouver la forme canonique, on se dit, il faut qu'on mette ça sous la forme x moins quelque chose au carré, et donc qu'on prenne ce terme-là en fait dedans. Donc forcément, comme on va avoir deux fois ce terme-là, parce qu'on va avoir x fois lui et x fois lui du fait du carré, il suffit d'avoir, ça va être lui divisé par 2. Donc on a moins 1 ici. Donc la forme canonique, vous avez dû voir ça au lycée, donc je ne vais pas forcément m'appesantir dessus, mais n'hésitez pas à revoir si vous avez du mal là-dessus. On va toujours avoir le 5, mais là on a un terme en trop, parce qu'on aurait moins 1 au carré qui ferait 1. Donc il faut enlever ce terme en trop, on fait moins 1, pour enlever le terme en plus qui est présent dans ce carré, et il nous reste ensuite le 5. Tout ça sur dx, j'ai oublié le dx ici aussi. Finalement ça fait 4, donc on a bien quelque chose de positif, comme on s'attendait forcément, c'est notre bêta en fait qui est positif. Et donc on peut diviser de chaque côté par le 4, justement le mettre en facteur. Donc on va avoir 1 sur 4 sur dx, facteur de x moins 1. Donc quand on passe à la racine carrée de 4 ici, en divisant par 4, ça va faire 2 tout simplement. Et plus 1. Et donc là il suffit de faire le changement de variable. Donc on avait les bornes, j'ai oublié de recopier les bornes. 3, 1. On fait le changement de variable grand X qui est égal à x moins 1 sur 2, et donc on a forcément des grands X qui est égal à des petits X, ça ne change pas. Et donc ça va nous donner ici 3 moins 1 sur 2, 1, et ici 1 moins 1, 0. Et ça sur 1 sur x carré, sur grand X carré, plus 1 fois des grands X. Et donc ça, finalement, ça nous donne arctangente de 1 moins arctangente de 0. Voilà, tout simple pour l'exemple. Se ramener à arctangente pour delta strictement négatif.
Le dernier cas qu'on va devoir traiter, c'est quand on a x sur x carré plus bx plus c pour un polynôme de discriminant strictement négatif. Pour les autres cas, en fait, on n'aura pas besoin de le traiter. Ça va être des cas particuliers qui vont être traités dans la forme générale. Donc pour ça, vu que le discriminant est strictement négatif, on va pouvoir se ramener à la forme 1 plus x carré en faisant les changements de variables. Donc forcément, ça va changer lui, mais on va avoir une partie constante et donc qu'on pourra intégrer en 1 sur 1 plus x. Et il va juste rester une partie en x et le terme devant, on pourra le mettre en facteur. Donc en fait, ce qui nous intéressait, c'est juste comment on intègre ça. Et bien là, justement, on avait regardé au tout départ la dérivée de ln de 1 plus x carré ou de quelque chose avec un x au carré. Et bien là, ça va marcher. Quand on dérive lui par rapport à x, donc on a la dérivée d'une composée, donc on dérive l'intérieur, ça nous donne 2x sur 1 plus x carré. Et donc la primitive de ça, en fait, de celui-là, ça va être du coup 1 demi de ln de valeur absolue de 1 plus x carré dans le cas général. Donc là, on a tous les morceaux pour pouvoir s'en sortir. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer au cas général. Donc le cas général, ça va être un polynôme, donc le numérateur, sur le dénominateur. La première étape de cette méthode, ça va être de faire une division euclidienne de n par d. La division euclidienne pour les polynômes, ça marche comme la division euclidienne pour les réels. Donc par exemple, si on divise un entier m par un diviseur d, la division euclidienne, c'est le fait d'écrire m sous la forme d fois q plus un reste. Donc c'est-à-dire, en fait, on regroupe dans m tous les paquets possibles qu'on peut faire de d. Donc q est un entier relatif en soi, mais on s'en fiche, en entier naturel, ça marche aussi. Et on se dit que le reste, c'est tout ce qui reste dont on ne peut pas faire des paquets de d. Donc forcément, le reste est strictement inférieur à d, parce que si le reste était plus grand que d, on pourrait encore faire un paquet de d qu'on pourrait caler dans m. Et donc pour les polynômes, ça va être exactement la même chose. Donc si je fais la division de n par d, on va écrire n sous la forme d fois q plus r, mais sauf qu'ici, on va avoir des polynômes et non des réels. Et donc le fait que, justement, qu'on mette le maximum de paquets de d dans n, ça va revenir au fait que le degré de r doit être strictement inférieur au degré de d. Donc le degré, si vous ne savez pas ce que c'est juste la valeur du coefficient maximal du polynôme. Donc par exemple, un polynôme x carré plus 1, son coefficient de plus haut degré, c'est le x carré, donc son degré c'est 2. Et ainsi de suite. Et donc si on a par exemple x au cube plus 1, son degré ça va être 3, etc., etc. Donc là, il faut juste que le degré de r soit strictement inférieur au degré de d. Sur ces deux divisions euclidiennes, celle dans les entiers et celle dans les polynômes, on va avoir les mêmes propriétés, le fait que la décomposition soit unique, donc unicité de ça, et l'existence. Donc dans les deux cas, on a l'existence et l'unicité. Je vais faire une vidéo pour expliquer pour les polynômes pourquoi on a bien toutes ces propriétés et comment justement on fait pour retrouver la division euclidienne d'un polynôme par un autre. Comme ça, vous aurez toutes les clés pour pouvoir vous en sortir, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu la même chose que la division euclidienne. On commence par faire ça, et donc vu que n, on peut l'écrire sous la forme dq plus r, ça va nous simplifier la vie, parce qu'on va avoir un terme qui va se simplifier. Ça nous donne, si on écrit n sous la forme dq plus r, on va avoir dq plus r sur d, et là, on a une somme, donc on peut séparer en deux quotients, et en fait, on doit avoir dq divisé par d, donc on va avoir juste q plus r sur d. Et ça, c'est un polynôme, donc on a dit que les polynômes, on savait intégrer, donc ça, c'est check, on sait faire. Ce qui nous reste, c'est ça, avec, attention, grâce à la division euclidienne, on a forcément le degré de r qui est strictement inférieur au degré de d. Donc dans tous les cas, n'importe quelle fraction rationnelle, on va pouvoir se ramener à une fraction comme ça. Ce qui va nous rester à savoir intégrer, c'est une fraction de polynôme avec celui du haut, celui du numérateur, qui a un degré strictement inférieur à celui du dénominateur. Et là, c'est ici qu'on va utiliser tous les éléments qu'on sait intégrer maintenant pour intégrer ça, justement. Tout va être basé sur la même décomposition de quand on avait le x moins r1, facteur de x moins r2. On avait dit que ça, on pouvait le décomposer en a sur x moins r1 plus b sur x moins r2. Là, ça va être pareil. Grâce
au truc de degré, on va avoir justement un système qui va être solvable, sauf qu'on va avoir plein de termes un peu plus compliqués. On va avoir des termes en 1 sur x moins r et des termes comme ça en fonction du degré. Donc pour ceux qui ont un degré strictement négatif, etc. Je vais détailler tout ça, vous en faites pas, mais ça va être basé là-dessus. En fait, on va avoir un système qui va pouvoir être résolvable. Ça se démontre, mais on va pas le démontrer parce que ça va être très moche à démontrer en fait que le système est toujours résolvable. Mais c'est pareil, si on trouve une solution à un système, alors on prouve que le système est résolvable, donc ça marche. Donc en fait, c'est pas la peine sur votre copie de démontrer à chaque fois que ça va fonctionner. Du coup, comme on avait vu avant, il faut qu'on décompose D suivant son nombre de racines. Du coup, ce qu'on va écrire, c'est qu'on va dire le nombre de racines de D, ça va être NR, et on va compter les racines par ordre de multiplicité. C'est-à-dire, si on a une racine double, on la compte qu'une fois. Donc ça, c'est le nombre de racines. Et les racines, on va les noter R1 jusqu'à R de grand N de R, ça va être les racines. Et du coup, la multiplicité, c'est à quel point, à quelle puissance elles sont dans la décomposition de D. Donc on va noter alpha 1 jusqu'à alpha n de R, leur multiplicité respective. C'est-à-dire, en gros, si on a un polynôme sous la forme x moins 1 au carré, la multiplicité de la racine 1, elle vaut 2. Si on avait x moins 1 comme ça, la multiplicité de la racine 1, elle vaut juste 1, parce qu'on a en fait une puissance 1, etc. Si on avait un 3, la multiplicité, donc alpha 1, il vaut 3, etc. etc. Donc c'est tout simple. Le problème, c'est que un polynôme, il n'est pas forcément scindé à racine simple. Mais, là je vais aller un peu vite là-dessus parce que la vidéo va être un peu longue quand même. Sur R, un polynôme, il n'est pas scindé à racine simple, mais sur C, l'ensemble des complexes, il est forcément scindé à racine simple. Et quand on regarde les racines d'un polynôme de degré 2, les racines sont complexes conjuguées. Donc forcément, en fait, ce qui va rester, ça va être des polynômes du second degré, avec justement, c'est les racines complexes en fait qui sont conjuguées. Donc ça, je pourrais détailler plus si la formule vous paraît compliquée, mais de toute façon, là, je suis obligé de rentrer dans des formules un peu compliquées. Mais à la fin, voilà, je vous ferai une autre vidéo avec un exemple où vous comprendrez mieux l'application de cette formule-là. Et donc, en fait, on va noter ensuite ce polynôme D sous la forme, du coup, il va y avoir le produit des x moins ri, donc pour les racines allant de 1 à n grand R, et tout ça avec la multiplicité alpha i. Et ensuite, il va rester des polynômes du second degré, donc qui viennent en fait des racines qui sont uniquement complexes et qui ne peuvent pas être réelles. Donc je vais noter NC avec un indice J. Et donc là, on va avoir des polynômes du second degré. Donc on va noter BJ X plus CJ. Et le tout, pareil, peut avoir aussi une multiplicité. Ça peut intervenir à une certaine puissance dans tout ça. Donc la multiplicité, je vais noter ici bêta J pour la multiplicité des polynômes du second degré 2. Donc je suis désolé, je suis obligé d'entrer dans des formules un peu moches, mais je vais expliciter à la fin tous les termes, tout ce qui est important pour la décomposition en fraction rationnelle, et c'est ça qui va être le plus important. Donc cette fraction R et D, ce qui va se passer, c'est que comme dans le cas d'un discriminant strictement positif, on va pouvoir en fait la décomposer suivant une somme de trucs qu'on va pouvoir intégrer. Pour les racines simples, il va y avoir le AI sur X moins RI. Sauf que le problème, on a la multiplicité aussi. Donc la multiplicité, ça va nous donner un autre coefficient. Parce qu'en fait, on va devoir parcourir toutes les puissances jusqu'à la puissance maximale alpha i. Donc ça va être ici une puissance j, et ce j va aller de 1 jusqu'à alpha j, et donc forcément ici à chaque fois on va avoir une inconnue différente. Donc ça on somme pour j allant de 1 à alpha i, et on va sommer forcément sur l'ensemble des racines possibles pour avoir chaque somme de racines comme on avait pour deux racines, une fraction sur une racine, une fraction sur l'autre racine. Donc ça va être de i qui va de 1 au nombre de racines totales réelles. Et ensuite on va avoir un deuxième terme qui va venir de celui-là. Et donc forcément, si ces polynômes-là, ils n'ont pas de racines réelles, forcément c'est ces cas-là. Et donc ces cas-là, on va pouvoir les mettre sous la forme aussi
de la somme. Donc pareil, on va avoir la multiplicité qui va intervenir. Donc là, on va juste d'abord sommer le nombre de types de polynômes qu'on a comme ça. Donc on va avoir j qui va de 1 au nombre complexe de polynômes. Et ensuite, on somme sur la multiplicité. Donc là, je vais reprendre i, mais on pourrait prendre un autre indice si on ne veut pas s'embrouiller. Jusqu'à bêta j. Et là, on va avoir par contre deux termes. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de faire le terme sur x, sur ce terme-là. On sait faire ça aussi. Un terme b, i, j fois x, et plus un terme c, i, j. Le tout sur le x carré plus le bj x plus le cj. Et pareil, on va changer à chaque fois la puissance en bêta j en passant de i à bêta j. Ça va être la décomposition. Donc ça, on peut montrer justement par une démonstration qui est très moche que si le degré de R est strictement inférieur au degré de D, forcément cette décomposition va exister. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut intégrer cette décomposition-là. Si le terme en J, ici, est strictement supérieur à 1, alors on est dans ce cas-là. Et donc là, on peut intégrer sans problème. Si le J ici, il est égal à 1, on va intégrer en ln. Donc ça, tout ça, on peut intégrer parce que l'intégrale va passer à l'intérieur des deux sommes. Pas de souci pour ça. Ensuite ça, on sait que on va pouvoir le transformer en fait en quelque chose en faisant les changements de variables. Donc si on intègre, on va pouvoir transformer ça en bêta i j, donc ça va être un bêta i j prime, x plus ci j prime, le tout sur x carré plus 1. Et ça, du coup, à la puissance i. Donc maintenant, on peut décomposer les deux. On va commencer par celui-là. Si i vaut 1, bah en fait, on avait justement le ln de x carré plus 1 avec une constante d'intégration. Ça ne change pas. Et maintenant, si i est différent de 1, bah là, on va pouvoir faire le changement de variable parce qu'on intègre par rapport à x. Donc celui-là, je ne l'ai pas détaillé encore, mais c'est le seul un peu plus complexe que je détaille après. On va faire le changement de variable u qui est égal à x carré plus 1. Et donc forcément, du, c'est égal à 2dx de x dx. Et donc ce x-là va être introduit là-dedans. Et on va avoir quelque chose qui va être de la forme 1 sur u puissance i du. Et donc là, on intègre grâce à ça. Donc c'est juste une intégration, l'exposant monte de 1 et on divise par l'exposant montée de 1. Voilà, super. Et le dernier cas, du coup, si on a ici le CIJ', parce que ça ne va pas être les mêmes quand on fait les changements de variables, mais on va retrouver quelque chose de cette forme-là dans tous les cas. Avec le CIJ', bah, on se ramène à ce cas-là, donc juste à arctangente, la primitive de arctangente. Donc grâce à cette décomposition-là, on va pouvoir intégrer dans tous les cas, peu importe la fraction rationnelle qu'on nous donne initialement. Donc petit récap de la méthode rapidement. Quand on a notre fraction rationnelle, on fait d'abord une division euclidienne pour séparer la partie entière et la partie où un polynôme est de degré inférieur sur un polynôme de degré supérieur. Et ça, on va utiliser cette décomposition-là que vous pouvez admettre mais que vous allez démontrer à chaque fois dans votre cas particulier pour retrouver les coefficients AIJ, BIJ, CIJ. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Donc pareil, comme on avait fait avant, on met tout sur le même dénominateur et on identifie les coefficients de R avec les coefficients en haut dans la décomposition. Ça va nous permettre de trouver AIJ, BIJ, CIJ. Ensuite, ce terme-là, on peut les intégrer. Et en fait, on peut intégrer tous les termes en utilisant les méthodes qu'on a vues précédemment. Donc je vais faire dans les prochaines vidéos 1 ou 2 ou 3 exemples dans des cas plutôt simples. En fait, les cas que vous allez rencontrer, ça ne va pas être des cas aussi affreux que ça, mais juste il faut savoir que vous pouvez vous en sortir dans tous les cas et justement adapter sa méthode en fonction du cas qui se présente à vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc la formule peut paraître un peu compliquée, je suis d'accord. C'est pas si évident ce qu'on vient de voir, mais dans les exemples, ça sera beaucoup plus simple, donc vous en faites pas là-dessus. Vraiment, faut pas avoir peur de ça. Et bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en mettant un like ou un commentaire. Et tu peux même la partager si tu penses qu'elle peut servir à des gens de ton entourage. Tu peux aussi regarder les autres vidéos de la chaîne qui vont s'afficher. Et sinon, je te dis à la prochaine. Salut!